Bonjour à tous et bienvenue dans le cours vidéo du BIA. Aujourd'hui dans ce module nous allons étudier la météorologie. Dans le domaine aéronautique, la connaissance de la météorologie est primordiale pour que le pilote puisse évoluer dans son environnement en toute sécurité. L'ensemble des phénomènes météorologiques se produisent dans l'atmosphère. L'atmosphère, qu'est-ce que c'est? C'est l'enveloppe gazeuse qui entoure la Terre sur quelques centaines de kilomètres. On peut voir la couche atmosphérique terrestre sur cette image. Dans l'atmosphère, le gaz se raréfie avec l'altitude. 99% de la masse totale de l'atmosphère se trouve entre 0 et 11 km d'altitude. L'atmosphère est subdivisée en plusieurs couches qui ont pour nom troposphère, stratosphère, mésosphère et thermosphère. La surface de séparation entre la troposphère et la stratosphère s'appelle la tropopause. Elle se situe aux alentours de 11 km d'altitude sous nos latitudes. Sachant qu'au niveau des pôles, elle est aux alentours de 9 km d'altitude et au niveau de l'équateur, aux alentours de 16 km d'altitude. Ceci est dû entre autres à la rotation de la Terre. Ici à droite, on trouve un plan de la répartition verticale des différentes couches de l'atmosphère. De 0 à 11 km se trouve la troposphère dans laquelle se produisent la majeure partie des phénomènes météorologiques et dans laquelle sont susceptibles d'évoluer la majeure partie des aéronefs. Entre 11 et 50 km se trouve la stratosphère, dans laquelle peuvent évoluer certains avions de chasse supersoniques. On y trouve aussi la couche d'ozone. De 50 à 80 km se trouve la mésosphère, où on peut croiser des ballons sondes. De 80 à 400 km la thermosphère, dans laquelle on trouve certains météores et des satellites, à 400 km d'altitude. Et supérieur à 400 km d'altitude, nous avons l'exosphère. Dans l'atmosphère, l'air sec se compose à 78% d'azote, 21% d'oxygène et 1% d'autres gaz. Nous avons aussi la vapeur d'eau qui rend l'air plus ou moins humide, ainsi que différentes poussières. Ici, sur ce diagramme circulaire de la composition de l'air, on voit bien que l'azote, à 78%, est la composante majoritaire de l'air. L'atmosphère, comme tout gaz, peut être décrit par un certain nombre de paramètres, qui sont la température, la pression, l'humidité et le vent. Nous allons étudier ces différents paramètres juste après. Pour les besoins de l'aéronautique, il a été nécessaire de figer l'atmosphère en une atmosphère moyenne, dite atmosphère standard. Cela permet entre autres de décrire les performances des aéronefs et de les localiser dans un plan vertical. Au niveau de la mer, on considère une température standard de 15 degrés et une pression standard de 1013,25 hectopascales. Premier paramètre de l'atmosphère, la pression. La pression, c'est le poids de la colonne d'air s'étendant du sol jusqu'à la limite supérieure de l'atmosphère au-dessus d'une surface de 1 m². L'unité de mesure est le pascal, cependant en météorologie, on préfère utiliser l'hectopascal, sachant qu'un hectopascal est égal à 100 pascal. Lorsqu'on s'élève dans l'atmosphère, on a de moins en moins de molécules d'air au-dessus de soi. La pression est maximum au niveau du sol et elle diminue avec l'altitude. Dans les basses couches de l'atmosphère, la pression décroît de 1 hectopascal par 28 pieds. On voit sur ce schéma à droite que la diminution de pression en fonction de l'altitude est linéaire dans les basses couches de l'atmosphère. Sur cette carte météorologique, on peut voir les différents champs de pression, anticyclone et de pression. L'anticyclone en rouge est une zone de haute pression, symbolisée par la lettre A ou la lettre H. La dépression en bleu est une zone de basse pression, symbolisée par la lettre D ou la lettre L. On peut voir que cet anticyclone est entouré d'une ligne sur laquelle il y a écrit la valeur 1030. 1030 correspond à la valeur en hectopascal. Cette ligne s'appelle un isobar. Un isobar est une ligne reliant des points d'égale pression. Ce qui veut dire qu'en tout point de cette ligne, la valeur de la pression atmosphérique est de 1030 hectopascal. Dans l'hémisphère nord, un anticyclone tourne dans un sens horaire, le sens des aiguilles d'une montre, alors qu'une dépression tourne dans le sens anti-horaire, le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors que dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse. Un anticyclone va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le sens anti-horaire, alors que la dépression, elle, va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, le sens horaire. Sachant que la pression diminue avec l'altitude, le pilote, grâce à son altimètre, peut connaître l'altitude à laquelle vole son appareil. Le pilote doit rentrer dans son altimètre un calage altimétrique, qui correspond à une valeur de la pression atmosphérique. Le QNH, valeur de la pression au niveau de la mer, ou le QFE, valeur de la pression au niveau d'un aérodrome. Si un avion vole à 1500 pieds avec un altimètre réglé au QNH, cela signifie que son appareil vole à 1500 pieds du niveau de la mer. Alors que si l'altimètre de l'appareil est réglé au calage altimétrique QFE de l'aérodrome, cela signifie que pour un aérodrome se situant à 600 pieds d'altitude, un appareil qui vole à 1500 pieds du niveau de la mer volera alors à 900 pieds du sol. Le QFE ne peut être utilisé que en local, car il s'agit de la pression au niveau d'un aérodrome, donc de l'altitude de celui-ci. Les différents calages altimétriques utilisés sont le QFE, pression atmosphérique au niveau d'un aérodrome, le QNH, pression atmosphérique au niveau de la mer, et 1013, la pression atmosphérique standard au niveau de la mer.
Le QFE indique la hauteur entre l'aérodrome et l'avion. Le QNH indique l'altitude de l'avion par rapport au niveau de la mer. Et le calage 1013 est utilisé pour voler en niveau de vol. FL pour en anglais Flight Level. Le Flight Level est utilisé par le contrôleur aérien pour s'assurer que chaque appareil sous son contrôle ait la même référence altimétrique. La température, c'est la grandeur physique qui va caractériser la sensation de chaleur ou de froid. En France, la mesure de la température est réalisée suivant l'échelle Celsius, notée degré C. Dans la troposphère, la température diminue lorsque l'altitude augmente pour atteindre à sa limite supérieure la valeur de moins 56 degrés. La tropopause, qui est une transition entre la troposphère et la stratosphère, marque l'entrée dans une couche d'inversion de la température, c'est-à-dire que la température se met à augmenter avec l'altitude. Dans la troposphère, la température décroît de 2 degrés par 1000 pieds ou de 6,5 degrés par 1000 mètres, sachant que 1 pied est égal à environ 30 cm. Il se produit différents échanges de température, différents échanges thermiques. Premièrement, le rayonnement ou la convection. Le rayonnement solaire, bien qu'il soit en partie absorbé par la couche d'ozone et par la troposphère, demeure assez intense pour chauffer considérablement la surface de la Terre. La Terre ainsi réchauffée diffuse sa chaleur par rayonnement à l'air situé dans les basses couches de l'atmosphère. Il y a alors une bulle d'air chaud, plus légère que l'air environnant. Elle se détache peu à peu du sol pour finalement s'élever par convection à travers les différentes couches situées au-dessus d'elle. On voit sur ce schéma la formation d'une bulle d'air chaud qui prend de l'altitude. Cette masse d'air chaud va avoir tendance à s'élever dans l'atmosphère, ce qui va créer un courant ascendant. Ce courant ascendant est utilisé par les oiseaux et les pilotes de planeurs pour gagner de l'altitude. Cet air soulevé est remplacé par un volume égal d'air froid provenant des couches voisines. Cet air renouvelé se réchauffe à son tour et il s'établit ainsi des courants verticaux ascendants et descendants de convection. Au sommet de la colonne d'air chaud se développe parfois un cumulus. Pour rester dans ces ascendances, ou ces pompes thermiques, le pilote décrit les cercles en spiralant, il est ainsi entraîné en altitude. Notre atmosphère contient de l'eau, l'eau peut être sous différentes formes, solide, liquide ou gazeuse. La vapeur d'eau, c'est l'eau à l'état gazeuse contenue dans l'air. La quantité de vapeur d'eau dont peut se charger l'air augmente avec la température. Sur ce graphique, on voit qu'une masse d'air à 40 degrés peut se charger de plus de vapeur d'eau qu'une masse d'air à 20 degrés. L'humidité définit la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air. L'humidité relative, c'est la vapeur d'eau réelle sur la vapeur d'eau maximale que peut contenir la masse d'air. Lorsque l'humidité relative atteint 100%, on se trouve à un état de saturation, ce qui veut dire qu'on ne peut pas rajouter d'humidité à cette masse d'air. Le point de rosée, c'est lorsque la température à laquelle doit être refroidie une masse d'air pour que l'humidité relative atteigne 100%. Ce qui veut dire que nous avons une masse d'air qui a une certaine température et une certaine humidité. Si on diminue sa température de façon à ce que cette humidité relative atteigne 100%, cela signifie que nous avons atteint la température du point de rosée. Dans l'atmosphère, l'eau peut être amenée à changer d'état, la condensation ou l'évaporation. Lorsque la température de l'air baisse au-delà du point de rosée, la condensation intervient. De fines gouttelettes d'eau se forment autour des poussières diverses en suspension dans l'air. Le phénomène inverse, c'est l'évaporation. La solidification ou la fusion. Lorsque l'eau est refroidie en dessous de degrés, elle se solidifie, sous forme de neige ou de glace. Le phénomène inverse, c'est la fusion. Nous avons aussi un phénomène de surfusion, c'est lorsque dans l'atmosphère, des gouttelettes d'eau restent souvent liquides à des températures inférieures à 0 degré. Elles sont donc dans un état de surfusion. Ce phénomène est courant dans le brouillard et les nuages, où l'on observe des gouttelettes d'eau surfondues jusqu'à des températures de moins 40 degrés. Le problème en aéronautique, c'est que lorsque on passe avec notre appareil, dont la température du fuselage est inférieure à 0 degré, à travers ce genre de nuages, lorsque les gouttelettes d'eau viennent toucher le fuselage, elles se transforment instantanément en glace. Vous pouvez voir dans le ciel, lorsque des avions de ligne volent à haute altitude, des traînées de condensation. Ce n'est pas de la pollution, elles sont créées par la condensation de la vapeur d'eau émise par les moteurs d'avion à très haute altitude. Ces gouttelettes d'eau en suspension deviennent des petits cristaux de glace, donnant ainsi naissance à des traînées blanches qu'on voit derrière les avions. Les nuages sont les ensembles visibles des différentes particules d'eau liquide ou cristaux de glace en suspension dans l'atmosphère. Les nuages se forment par refroidissement de l'air ascendant. Lorsque la température diminue, la quantité maximale de vapeur d'eau peut contenir l'air diminue aussi. L'humidité relative augmente. Lorsque cette humidité relative atteint 100%, la condensation apparaît autour de minuscules particules solides. Les nuages sont classés par une répartition verticale.
Les nuages dont la base est située au-dessus de 6 km sont constitués de glace, ils ont le préfixe cirro. Les nuages dont la base est située entre 2 et 6 km de hauteur sont constitués de cristaux de glace et ou de gouttelettes d'eau liquide. Dans ce cas-là, on utilisera le préfixe alto. Les nuages dont la base est située entre le sol et 2 km de hauteur sont constitués d'eau liquide, ils n'ont pas de préfixe. Certains nuages peuvent présenter une grande extension verticale, ce sont des nuages caractéristiques de précipitation ou de mauvais temps. Ils ont dans ce cas-là le préfixe nimbus. Il y a deux classifications de nuages. Les nuages cumuliformes, sous forme isolée et un aspect de chou-fleur. Terminaison en cumulus, donc cumulus, altocumulus, cirrocumulus. Ce sont des nuages à tendance instable. La deuxième catégorie de nuages sont les nuages de type stratiforme, forme soudée étalée en couches superposées. Terminaison stratus, donc stratus, altostratus et cirrostratus. Sur ces images, on peut voir des cumulus, qui sont des nuages de forme cumuliforme qui sont signes d'une forte ascendance thermique. Le cumulonimbus, qui est un nuage d'orage. Ce nuage est très dangereux en aéronautique, il faut à tout prix l'éviter. Les cirrus, qui sont des nuages très fins et à très haute altitude, qui ressemblent à des plumes. Et les altocumulus, celui-là a une forme assez spécifique, ça s'appelle un altocumulus lenticulaire. Il se forme en général au sommet d'une montagne. Sur ce schéma, nous voyons la coupe verticale des différents nuages. Chaque nuage est identifié par deux lettres. On voit aussi que le cumulonimbus, nuage d'orage, présente une très forte extension verticale. Les précipitations, donc la pluie, la neige ou la grêle, sont l'ensemble des particules d'eau liquides ou solides tombant d'un nuage. Dans la partie du nuage où la température est négative, coexistent les cristaux de glace et les gouttelettes d'eau surfondues. Par transfert de la vapeur d'eau et par choc, ces éléments consécutifs du nuage grossissent et sous l'effet de leur poids, ils précipitent, ça veut dire qu'ils tombent vers le sol. On peut voir sur ces images que la gouttelette d'eau descend. Lors de sa descente, elle attrape d'autres micro-gouttelettes d'eau pour grossir et au final tomber vers le sol. Si toute précipitation ou presque commence par un flocon de neige, si ce flocon en tombant arrive dans une couche où la température est supérieure à 0 degré, il se transforme alors en goutte de pluie, c'est le cas à droite. Dans le cas contraire, il s'agit de chute de neige. Il y a plusieurs catégories de précipitations. La bruine, qui sont de très fines gouttelettes d'eau d'un diamètre inférieur à 0,5 mm. Elles sont très rapprochées les unes des autres et proviennent de nuages bas à extension horizontale, des nuages de type stratus. La pluie, qui sont des gouttelettes d'eau de plus grande dimension que la bruine, provenant de nuages plus épais à plus grande étendue comme des altostratus, nimbostratus, stratocumulus et altocumulus. La neige, qui sont des cristaux de glace dont la plupart sont ramifiés et parfois étoilés. Pour certaines températures comprises entre 0 et moins 10 degrés, les cristaux sont agglomérés en flocons dont le diamètre est compris entre 0,5 et 2,5 cm. Ils ont la même origine que la pluie. La grêle sont des globules de glace de dimension importante, allant de quelques millimètres à quelques centimètres de diamètre, provenant le plus souvent de nuages instables à forte extension verticale, le cumulonimbus. Et les averses, qui sont des précipitations brutales, intenses et très localisées de courte durée. Elles proviennent de nuages instables à forte extension verticale. On distingue les averses de pluie, de neige et de grêle. Le prochain paramètre qui influe sur la masse d'air, c'est le vent. Le vent, c'est l'air en mouvement horizontal dans une masse d'air. Si la Terre était immobile, le vent se dirigerait directement des hautes pressions vers les basses pressions, mais par la suite de la rotation de la Terre, il se produit une déviation du mouvement de l'air vers la droite dans l'hémisphère nord. La direction devient alors sensiblement parallèle aux isobars. On rappelle, un isobar, c'est une ligne d'égale pression. Le lien entre le vent et le champ de pression. Donc dans l'hémisphère nord, le vent tourne dans le sens des aiguilles d'une montre autour d'un anticyclone et dans le sens inverse autour d'une dépression. Dans l'hémisphère sud, les circulations sont inversées. La force du vent est proportionnelle à l'espacement entre les lignes d'isobars. Ce qui veut dire que si les isobars sont serrés, le vent est fort, alors que si les lignes d'isobars sont espacées, le vent est faible. En France, on cite 3 vents dominants, qui sont le Mistral, la Tramontagne et le vent d'Autan. Le premier, le Mistral, c'est un vent du nord qui souffle vers la vallée du Rhône. Le deuxième, la Tramontagne, c'est un vent de nord-ouest qui souffle également sur la vallée du Rhône. Et le troisième, c'est un vent du sud-est qui souffle sur la région de Toulouse. Le courant de jet, ou aussi appelé jet stream, c'est un courant d'air très rapide de quelques centaines de kilomètres de large et de seulement quelques kilomètres d'épaisseur, situé à 10 km d'altitude. Le jet stream englobe le globe terrestre et souffle d'ouest en est, selon la rotation de la Terre.
La vitesse des vents à l'intérieur est d'environ 200 à 300 km/h. Les pilotes de ligne l'utilisent pour économiser du carburant. Sur un trajet New York-Paris, on peut gagner jusqu'à 2 heures de vol. Nous avons aussi les brises. La brise est un vent local et régulier qui s'établit près des lacs, de la mer, des montagnes et dans les vallées. Il est provoqué par les différences de température entre des masses d'air des basses couches de la troposphère et il suit un cycle jour-nuit. Il y a des brises en région côtière. La variation de la température de l'eau étant plus faible et moins rapide que celle de la Terre, de jour, sous l'effet du rayonnement solaire, la surface de la Terre se réchauffe plus vite que la masse d'eau. L'air au contact du sol s'élève en faisant place à une dépression qui aspire l'air plus froid situé au-dessus de la mer. Il s'agit de la brise de mer orientée de la mer vers la Terre. La nuit, le phénomène s'inverse. La masse d'air en contact avec le sol se refroidit plus rapidement que celle en contact avec la mer. Le phénomène inverse se produit. C'est la brise de terre, orientée de la Terre vers la mer. En région montagneuse aussi, il y a des brises. La brise de pente et de vallée montante. De jour, l'air au contact des versants ensoleillés s'échauffe et s'élève le long des pentes. Pour compenser l'air ainsi emprunté au fond de la vallée, un vent s'établit remontant la vallée. De nuit, c'est le phénomène inverse qu'il se produit. La brise de pente se cumule parfois avec un vent global qui s'élève pour franchir le relief. Pour exploiter ce type d'ascendance, le pilote effectue des allers-retours le long de la pente, comme on peut voir sur ce schéma. Une masse d'air, c'est une grande étendue d'air dans laquelle les températures et l'humidité varient peu. Certaines régions du globe ont des propriétés de température et d'humidité uniformes au sol. Les masses d'air surmontant ces régions acquièrent les mêmes propriétés. Les masses d'air se déplacent alors selon les principes de la circulation atmosphérique générale. L'air froid tend à s'écouler vers l'équateur alors que l'air chaud se dirige vers les pôles. Elles subissent des modifications au fur et à mesure de leur passage au-dessus des régions ayant d'autres caractéristiques. Leurs masses d'air sont classées selon leur température, très froide, froide, chaude ou très chaude, comme les masses d'air arctiques, polaires, tropicales et équatoriales. Et leur humidité, sèche dans le cas d'une masse d'air continentale ou humide dans le cas d'une masse d'air maritime. En France, plusieurs masses d'air peuvent nous atteindre et apportent des temps caractéristiques. Venant du nord, on aura un air polaire. Venant du nord-est, on aura un air polaire continental, qui est sec. Venant de l'est, un air continental. Venant du sud-est, un air tropical continental. Venant du sud, un air tropical. Venant du sud-ouest, un air tropical maritime. Et venant de l'ouest, un air maritime chargé en humidité. L'air polaire maritime produit un temps à nuages cumuliformes et des averses. L'air polaire continental produit un temps sec et clair avec occasionnellement des stratus ou des stratocumulus. L'air tropical maritime tend à produire des nuages de brume, du brouillard et des nuages tardiformes bas. Et l'air tropical continental provoque souvent des orages sur les reliefs. Nous allons maintenant étudier la frontologie, c'est l'étude des fronts. Lors de la formation d'une perturbation, nous avons un front d'air froid et un front d'air chaud. Le front, c'est une surface de séparation entre une masse d'air froide et une masse d'air chaude. Le front se déforme sous l'influence de l'air froid et de l'air chaud qui tendent à poursuivre leur chemin. Vers le sud pour le premier, vers le nord pour le deuxième. L'ondulation du front détermine deux limites. Le front chaud représenté par ses demi-cercles rouges. L'air chaud repousse l'air froid devant lui et passe au-dessus. Le front froid représenté par ses pics en bleu. Le front froid pousse l'air chaud devant lui et au-dessus de lui. Après constitution d'une perturbation, l'air froid se déplace plus vite que le front chaud. Il se produit alors l'occlusion lorsque le front froid rattrape le front chaud, le rejetant en altitude. On peut voir une ligne de front d'occlusion, c'est l'alternance de demi-cercles et de pics. On peut voir ici la vue en coupe d'un front. On voit que le front chaud commence par des cirrus, puis des stratocumulus, altostratus, nimbostratus qui produisent de la pluie. S'ensuit des cumulus, puis on peut croiser des cumulonimbus, des nuages d'orage, suivis de stratocumulus. Les phénomènes météorologiques peuvent impacter la visibilité, il peut se produire de la brume ou du brouillard. La brume, symbolisée par deux traits sur une carte météorologique, c'est la suspension dans l'atmosphère de microscopiques gouttelettes d'eau réduisant la visibilité entre 1 et 5 km. On peut voir ici une photo d'une patrouille d'hélicoptères qui vole dans la brume. La brume sèche est constituée de particules solides, du sable ou de la poussière en suspension dans l'air non saturé en humidité. Cette perturbation peut être due à des caractéristiques spécifiques du paysage, par exemple des tempêtes de sable dans le désert, ou des phénomènes liés à la civilisation, la technologie et les activités industrielles. Le brouillard, représenté par trois traits sur la carte, c'est la suspension dans l'atmosphère de petites gouttelettes d'eau et de cristaux de glace réduisant la visibilité à moins de 1 km. Le brouillard se forme principalement par refroidissement d'une masse d'air humide. Le refroidissement conduit à la saturation puis à la condensation.
On peut voir sur cette photo un avion pris dans le brouillard. La visibilité est alors très réduite. Lorsqu'un appareil traverse une zone de givrage modéré ou givrage fort, comme on peut voir avec ces signes, cela présente un danger pour l'appareil. Lors de la formation du givrage en vol, le givrage peut être dû à la présence dans le nuage d'eau sous forme liquide à des températures négatives. Sous l'effet du choc contre les parois de l'avion exposées au vent relatif, le nez de l'avion, le bord d'attaque des ailes, l'entrée d'air des moteurs, les hélices, l'eau liquide se transforme en glace qui s'accumule sur l'avion. Le givrage est un phénomène dangereux pour l'aéronautique, pouvant avoir des conséquences suivantes: l'alourdissement de l'avion par le poids de la glace, déformation des profils aérodynamiques de l'aile, donc diminution de la portance et augmentation de la traînée, obstruction des capteurs et mise en service des instruments correspondants, et blocage des gouvernes. Au sol, il faut prévenir ce phénomène. On dégivre l'avion avant son départ par une application éventuelle d'un liquide de protection efficace sur une courte durée. En général, avant son décollage, on applique du glycol sur l'avion. En vol, il faut anticiper et traiter le phénomène par la mise en marche des différents systèmes d'anti-givrage. Certaines parties de l'avion, comme le pare-brise, les pales d'hélice, le tube pitot et les becs de bord d'attaque, sont équipés de dispositifs de dégivrage. Ici, on voit sur cette photo les boots, qui sont des membranes en caoutchouc fixées sur le bord d'attaque des ailes. On pompe de l'air par intermittence pour les gonfler de façon à fissurer et déloger la formation de glace. La carte TMC est une carte schématique du temps significatif prévu. Ils ne sont portés que les phénomènes importants et les masses nuageuses. Elle est produite toutes les 3 heures. Voici les symboles à retenir. Ce premier carré représente le niveau de l'isotherme 0. Ça veut dire que on a le 0 degré à un niveau 150. Niveau 150, ça correspond à 15 000 pieds. Et moins 10 au niveau 330. Ça veut dire qu'il fait moins 10 degrés à 3300 pieds. La nébulosité, c'est la fraction du ciel occultée par les nuages. Nous en avons few, un peu, de 1 à 2 sur 8. Scattered, éparse, de 3 à 4 sur 8. Broken, fragmenté, de 5 à 7 sur 8. Overcast, ciel couvert, 8 sur 8. Voici une carte MC. On peut voir en haut à droite le libellé de la carte, édité par Météo France Toulouse. Elle prend en compte les phénomènes météo à basse altitude, donc du sol jusqu'au niveau de vol 150, donc 15 000 pieds. Cette carte a été éditée le 30 novembre 2010 à 12h UTC, ce qui correspond à 13h en France. Nous pouvons voir sur cette carte un front chaud représenté en rouge qui tend à aller vers le nord. Au-dessus de l'Aquitaine, nous pouvons voir qu'il y a un risque de givrage modéré et que la visibilité est de 8 et localement est à 5. Nous avons aussi la carte des vents. Donc cette carte-là s'appelle la carte WindTem. Cette carte, aussi éditée par Météo France, indique la force et la température du vent à niveau de vol de 20, ce qui correspond à 2000 pieds. La carte WindTem, carte des vents et température prévue. Cette carte fournit des indications sur le vent et la température prévue à différents niveaux de vol, ici Flight Level 20. Il y a 4 cartes par jour, à 0 TU, 6 TU, 12 TU et 18 TU. TU pour temps universel. La température est inscrite avec un signe plus si elle est positive et sans signe si elle est négative. Le vent est représenté par un système de flèches, barbules et fanions. Les flèches indiquent la direction d'où vient le vent, le nombre de barbules donne sa vitesse. Une petite barbule pour 5 nœuds, une grande barbule pour 10 nœuds, un triangle pour 50 nœuds. Nous avons vu les cartes TEMC et WindTem qui sont des cartes de prévision météorologique. Nous avons aussi des systèmes de messages. Le premier c'est le METAR, c'est un message d'observation du temps sur un aérodrome. Il se décompose ainsi. LFBO, l'indication de l'aéroport, ici Toulouse-Balgnac. 160700 Zulu indique le jour et l'heure d'observation, le 16e jour du mois à 7h UTC. Le vent, 300 pour 10 nœuds. Une visibilité horizontale de 8000 mètres. Et les nuages. Les nuages few à 600 pieds, éparses à 3000 pieds et fragmentés à 6000 pieds. Elle indique aussi la température, 14 degrés et 12 degrés, le point de rosée, ainsi que le QNH, la pression atmosphérique, ici de 1013 hectopascales. Et nous avons aussi le TAF, qui est un message de prévision du temps sur un aérodrome, LFLL, l'aérodrome de Lyon-Saint-Exupéry, le jour et l'heure de mise à disposition, donc le 13e jour du mois, à 11h UTC, et le jour et l'heure de validité, du 23 à 12h jusqu'au 24 à 18h UTC. Visibilité supérieure à 10 km. Tempo temporairement le 23 à 12h jusqu'au 23 à 20h en UTC. Il y a un risque de pluie, SHRA, avec une probabilité de 30%, un risque d'orage.
Le module de météorologie est maintenant terminé. Pour renforcer vos connaissances, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur les cours du CIRAS.